diffusion. Donc, merci à tous d'être venus, de participer à cette petite présentation sur Social Shaker V3. Donc, pour ceux qui ont fait une présentation ou qui ont utilisé l'outil, elle utilise la V2, qui est une version ancienne, qui était centrée sur Facebook. Et prochainement, on va dire début septembre, on va officialiser le lancement d'une nouvelle version qui est actuellement bêta, qui fonctionne, qui dispose de 8 applications par défaut et sur lequel on peut lancer un certain nombre de jeux concours. Alors, en quoi concrètement cette solution est différente de l'ancienne? Avant, on est issu historiquement des applications Facebook, c'est-à-dire qu'on permettait aux marques de pouvoir organiser des jeux concours directement sur leur page sous format d'onglet. Donc c'est un onglet que vous avez en plus sur les pages qui permettait d'organiser un jeu concours. Et puis Facebook a eu quelques évolutions, notamment de supprimer le principe de forcer au like pour pouvoir accéder à ces applications. Ce qu'on a assisté en novembre 2014, c'est la fin des fangates. Du coup, beaucoup d'entreprises et beaucoup de marques ont aboli, ont délaissé les applications Facebook à cause de cette option qui n'est plus active. Du coup, on est revenu à l'intérêt premier des applications qui était la collecte de données marketing et susciter de l'engagement sur une base de fans existants. C'est-à-dire qu'on n'était plus sur des stratégies de course aux fans, mais dans une problématique d'acquisition de données et d'engagement. Donc, aujourd'hui, en termes de positionnement pour une marque, on ne parle plus de stratégie monocanale, c'est-à-dire limitée à Facebook, mais de stratégie multicanale. C'est-à-dire que l'utilisateur, il est issu de plusieurs sources, et ces sources peuvent se caractériser sous différentes formes. Alors, vous avez tout ce qui est viral, c'est ce que je regroupe dans tout ce qui est réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Google+, et bien d'autres. C'est tous ces supports que des marques vont utiliser pour amplifier un message. Amplifier un message, c'est-à-dire donner plus de portée à un contenu, à un article, à une page spécifique de son site web, à une opération. Ensuite, on en va retrouver tout ce qui va être lié au search, c'est-à-dire tout ce qui est SEO, référencement naturel, c'est-à-dire le positionnement sur des mots-clés par rapport à des liens de mon site. Par exemple, ma page dédiée à des marques de voitures d'occasion, je vais le positionner sur voiture occasion, etc. Donc, c'est aussi une source potentielle d'acquisition de visiteurs sur votre site. On va aussi trouver tout ce qui est référencement payant, Facebook Ads, tout ce qui va être AdWords, donc référencement payant. On va avoir également tout ce qui est bannière, donc c'est-à-dire que quand vous êtes avec des sites partenaires que vous leur proposez de mettre des publicités de votre site ou des articles sponsors, etc., ça va être des référencements sur des médias externes, c'est-à-dire des sites qui ont un certain nombre de visiteurs ou qui partagent une actualité qui est proche de ce que vous faites. Ça peut être des médias spécialisés comme tout ce qui est vétérinaire, dédié aux animaux, dédié aux vêtements, etc. D'accord? Et on a enfin le dernier qui est l'emailing, c'est-à-dire des gens qui s'inscrivent à un newsletter, c'est-à-dire un flux d'actualité continuel que vous envoyez régulièrement, soit par semaine, soit de manière mensuelle, pour traiter des actualités, des promotions liées à vos produits, biens ou services. D'accord? Est-ce que vous comprenez cette idée de « je suis une marque et j'ai une activité sur le web via ces différents canaux » ? Oui. Ok, c'est clair. Aujourd'hui, il faut vraiment penser qu'une marque, elle n'est pas uniquement sur du Facebook, elle cumule l'ensemble de ces canaux. D'accord? Elle va chercher quoi? Elle va chercher les consommateurs. Parce que le consommateur est éparpillé à plein d'endroits et les sources d'acquisition sont multiples. D'accord? Donc le positionnement aujourd'hui de Social Shaker, c'est de permettre, en gros, de positionner une application sur l'ensemble de ces canaux via trois techniques. C'est-à-dire la première, celle que vous connaissez, celle qu'on vous a apprise, les apps Facebook. Le deuxième, c'est la même application que vous avez sur Facebook, mais adaptée pour une page web. C'est-à-dire qu'on va créer un micro-site. Donc c'est un site qui a une URL unique sur lequel vous pouvez communiquer et qui est hébergé et généré par Social Shaker. D'accord? Mais c'est exactement la même chose que l'application que vous aviez au niveau de Facebook. Et enfin,
quand je vous parlais par exemple de search, donc de positionnement, c'est-à-dire que par exemple sur ma page des voitures d'occasion, je vais placer un jeu concours. Pourquoi vous me direz pourquoi aller placer un jeu concours sur la page occasion? Quand vous avez un visiteur qui vient sur votre site, s'il ne reste pas ou s'il ne réalise pas d'acte d'achat, vous n'avez aucune donnée sur lui. Hormis que ça soit une personne à un moment donné de position géographique ou de nom de prénom anonyme dont vous n'avez aucune information. L'utilisation de l'application concours va vous permettre de récolter des données sur cet utilisateur. Et s'il accepte d'avoir l'opt-in, vous pourrez recibler ce visiteur. Donc ce visiteur devient un participant et devient un lead potentiel, sauf si ce participant était initialement déjà un acheteur sur votre site. D'accord? Donc là, on va parler de conversion, c'est-à-dire un visiteur que vous ne connaissiez pas devient un participant. Ensuite, l'ensemble de cette application, donc là on parle bien de la même application, adaptée de manière différente, va converger vers la même base de données. C'est-à-dire que quand vous faites des concours, vous obtenez, donc la partie la plus intéressante pour vous en tant que marketeur, c'est l'export des participants et l'export des opt-in. Alors, est-ce que vous connaissez la différence entre les participants et les opt-in? Est-ce que quelqu'un connaît cette différence-là? Qu'est-ce qui différencie la liste des participants des opt-in? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec les participants qu'on peut faire avec les opt-in? Opt-in, c'est ce que c'est inscrit newsletter, si vous préférez. Est-ce que quelqu'un a une idée? Non, là, tout de suite. D'accord. Alors, les opt-in, c'est en fait ce qu'on appelle la CNIL. La CNIL, elle oblige, et ça, retenez-le, c'est très important, elle oblige que toutes les marques qui vont collecter des données, donc des informations via un formulaire d'inscription, doivent disposer du consentement du participant pour être démarché commercialement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, à aucun moment, envoyer un email de quelqu'un qui n'a pas consenti sur lequel vous lui envoyez des informations. D'accord? C'est super important. La fameuse opt-in, donc cette fameuse case à cocher qui s'appelle newsletter ou quoi que ce soit, c'est très important de l'utiliser pour permettre à la marque de pouvoir le démarcher commercialement. C'est-à-dire lui envoyer une newsletter, un mail promotionnel, etc. D'accord? Sans ça, vous n'avez pas le droit de le faire, et si l'utilisateur ou le participant se retourne contre vous, la marque n'a aucun moyen de se défendre. D'accord? Donc c'est caduc. Donc faites très attention à ça. Juridiquement, c'est pénalement condamnable. D'accord? Et vous n'avez aucun moyen de vous défendre. Sauf si vous avez bien sûr cette trace d'opt-in et d'activation. Ok? Donc un éditeur comme Social Shaker ou un éditeur comme Context, Agorapulse, etc. sont des hébergeurs de données. D'accord? Ils ont une attestation à la CNIL, donc on a une attestation à la CNIL, mais on n'est pas responsable de ce que vous allez faire de vos données. D'accord? Donc on est déchargé totalement d'actes scrupuleux qu'aurait une marque à l'utilisation des données qu'elle a collectées. Ok? Donc attention à la manière dont vous exportez les données. Donc à quoi ressemble cette fameuse application? Alors, voilà. Donc là, je vais retrouver ce qu'on appelle le microsite. Donc c'est quoi? C'est un visuel de fond. Un visuel d'une taille de 810 par 700 qui représente en fait le même format que vous avez sur Facebook, d'accord? Donc à quoi on va adosser un background, donc une image de background. Et ici, on va retrouver le gros changement par rapport à ce que vous aviez avant, c'est-à-dire que la connexion Facebook, cette fameuse demande de permission, devient optionnelle. C'est-à-dire que n'importe qui, avec une adresse mail, un nom et prénom, peut participer à votre jeu. Ce qui démultiplie drastiquement le nombre potentiel de participants. Car avant, on obligeait l'utilisateur à disposer d'un compte Facebook pour participer. Aujourd'hui, n'importe qui avec une adresse mail et un nom prénom peut participer à votre jeu. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre uniquement votre concours sur votre site, sous format iframe ou avec une bannière qui redirige sur un microsite, sans le communiquer sur Facebook, et vous avez un concours qui est cross-platform, mais qui n'a rien à voir avec Facebook. D'accord? Donc le jeu concours, il est intéressant, pas seulement sur Facebook. Il est aussi intéressant pour votre site internet.
Autre exemple, c'est ce mini-site, je vous disais, il avait une URL unique. Donc vous voulez faire de l'acquisition en point de vente. Vous placez 2 IBAN, vous mettez un concours, vous demandez aux personnes qui sont sur les points de vente de sensibiliser les visiteurs à participer au jeu concours, et donc vous faites de l'acquisition de données physiques, d'accord, directement. Au lieu d'aller passer par des formulaires de saisie papier, vous demandez un stylo, etc., et faire de la ressaisie derrière des données, là on passe par une solution informatisée qui gère automatiquement la collecte. D'accord? Donc c'est aussi des solutions à proposer durant vos événements, durant des événements marketing, des salons, etc., etc. Ok? Donc vraiment, le nombre et les possibilités que vous pouvez avoir avec ce genre de plateforme peut être intéressant. Alors je parle de Social Shaker, mais ça peut être pour n'importe quelle plateforme qui propose des jeux concours. D'accord? L'idée de cross-canal, c'est justement d'exploiter tous les leviers à disposition de la marque et de pouvoir placer justement un outil de conversion. Donc l'application, c'est pas juste un jeu pour faire gagner des lots. C'est ce qu'on appelle un outil de conversion. C'est-à-dire qu'il va permettre d'avoir une personne qui est inconnue, connue. Un fan, à part avoir son Facebook ID, vous n'avez aucune donnée sur lui. Et justement, les applications vous permettent d'obtenir ces informations. Donc, ces applications utilisent ce qu'on appelle le principe d'adaptativité. Donc, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent aux différents devices que vous allez utiliser. Donc, si vous utilisez un iPad, un iPhone ou un PC, on va adapter la résolution. Et on parle souvent de sites natifs, c'est-à-dire qu'on ne va pas créer 2 applications. On va utiliser la même application, sauf qu'on va redimensionner les éléments pour les adapter au format mobile ou site web. Ce qui veut dire aussi que dans la créa que vous allez réaliser, vous devez anticiper ce principe de ce qu'on appelle site web adaptatif. D'accord? Mais ça vous permet, vous, de gagner du temps dans le sens que vous avez qu'un seul site à créer, qu'un seul design à produire. Avant, vous deviez faire une version pour le mobile et une version pour le PC. Aujourd'hui, vous en faites qu'une. D'accord? Donc, ensuite, à quoi ressemble iFrame? Donc, qui utilise un CMS? Qui a déjà utilisé un CMS, genre WordPress? Tout le monde? Oui, moi. D'accord. Donc, quand vous utilisez un CMS, vous utilisez ce qu'on appelle le WYSIWYG. Le WYSIWYG, c'est un champ de saisie de texte. C'est là où c'est un peu comme Word, où vous allez rédiger du texte et dans lequel vous pouvez mettre des titres, des sous-titres, faire de la mise en forme. Et bien, dans ce WYSIWYG-là, vous allez coller un petit cône, d'accord? Et vous savez que votre largeur de colonne de blog, elle fait pas plus de 500 pixels, donc vous allez dire, ma colonne fait plus de 500 pixels, donc je vais créer une iframe qui fait 500 pixels. Vous allez copier-coller ce cône, d'accord? Et il va vous générer ce que vous avez en face des yeux. D'accord? C'est l'application qui est générée sur Social Shaker, comme on a fait pour Facebook, mais intégrée dans votre site internet. D'accord? Donc là, quand vous allez communiquer votre jeu, vous n'allez pas communiquer l'URL du microsite ou l'URL de l'onglet Facebook, vous allez communiquer l'URL de votre site internet. Ça va être www.monsite.com/monjeuconcours. D'accord? Parce que le site web, c'est là où vous hébergez l'application. Vous avez intégré l'iframe. D'accord? Est-ce que tout le monde comprend cette logique d'iframe ou d'embed? Alors, si je vous donne un autre exemple, c'est par exemple la vidéo YouTube. Votre vidéo YouTube, vous pouvez soit la lire sur le site YouTube, soit récupérer un code que vous allez copier dans votre site internet et vous allez pouvoir afficher la vidéo dans votre article. Et bien, l'application Facebook, c'est exactement le même mode opératoire. D'accord? Est-ce que c'est clair pour vous? Soit vous mettez oui dans la question, soit vous pouvez répondre au micro, si vous voulez. Ok? Voilà, c'est super important parce que l'iframe, c'est quelque chose qui est souvent sous-utilisé. Moi, je vais vous donner un autre argument que vous pouvez avancer aussi en interne auprès de votre responsable. Vous avez appris normalement avec Clément, oui, vous devez entendre. J'entends. Donc, vous avez appris quand vous faisiez du référencement que il y a une valeur très importante quand vous êtes sur un site e-commerce ou sur n'importe quel site, ce qu'on appelle le taux de rebond. C'est-à-dire le temps moyen que passe un utilisateur sur votre page. Et bien, que pensez-vous que peut faire un utilisateur quand vous mettez un jeu concours sur votre site internet? Vous augmentez le temps passé de l'utilisateur sur votre site internet.
Donc, si vous avez un taux de rebond très faible, l'utilisation d'une mécanique de jeu concours peut permettre également d'entretenir ce fameux taux de rebond. C'est-à-dire d'accentuer le temps que va passer l'utilisateur sur votre site et que potentiellement, il puisse aussi également accéder aux autres pages produits ou passer plus de temps à regarder vos produits. D'accord? Donc, les applications, c'est pas seulement faire gagner des lots, c'est aussi attirer des utilisateurs sur un site internet et les garder actifs. D'accord? Donc ça, c'est super important. Et quand vous augmentez votre taux de rebond, c'est aussi une manière pour Google de faire monter vos liens et vos résultats de recherche dans Google. C'est-à-dire, OK, il y a un site qui propose du contenu, ça a l'air intéressant parce que l'utilisateur passe du temps dessus. D'accord? Donc voilà, essayez bien de comprendre ces logiques-là parce que c'est des solutions que vous pouvez apporter. Okay. Ah, parce que Google il prend en compte en fait le niveau de taux de rebond pour le Bien sûr. Quand Google place des sites internet, c'est-à-dire qu'en fait, la volonté de Google, c'est ce qu'on appelle de fonctionner comme un moteur de recherche sémantique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous émettez une requête, par exemple, j'ai faim, je voudrais un dessert qui puisse intégrer les ingrédients œufs, farine et sel. Et lui, il va vous sortir directement un résultat de recherche avec une recette. C'est-à-dire de s'adapter, d'anticiper au maximum la volonté et la recherche de l'utilisateur. D'accord? Si vous voudriez savoir cuisse de grenouille, par exemple, ça va dire est-ce que vous vous intéressez à l'animal ou à la cuisine. D'accord? Donc lui, aujourd'hui, il a du mal à différencier les deux. Parce que sémantiquement, ça peut être interprété de différentes manières. D'accord? Donc, il tient compte de ces valeurs-là, mais il tient compte aussi du temps passé parce que il va définir en fonction de ce temps passé si le contenu par rapport à cette requête que vous avez tapée est pertinent. C'est-à-dire que si vous tapez grenouille, vous vouliez avoir la définition de la grenouille, mais vous tombez sur un site qui vend des pyjamas de grenouille pour bébé, eh ben vous n'allez pas passer de temps sur le site parce que ça ne correspond pas au résultat que vous voulez. D'accord? D'où l'importance de ce fameux taux de rebond. Parce que lui, il juge qu'en fonction de ce temps passé, eh ben, la requête que vous avez tapée sur le résultat sur lequel vous êtes tombé est logique et a une cohérence. D'accord? Donc c'est comme ça qu'il adapte la notion de sémantique. Ok? Donc c'est super important de bien comprendre que plus vous avez un taux de rebond positif, donc c'est-à-dire un temps passé important, plus votre site est considéré comme Google friendly, c'est-à-dire que vous êtes bien positionné sur les bonnes requêtes au bon endroit. Ok? Donc vous pouvez donc pensez bien que vous pouvez être bien positionné sur Google, mais c'est pas forcément induit parce que vous êtes sur une requête. Ça peut être induit parce que sur la requête sur laquelle vous vous positionnez est cohérente avec le résultat de recherche obtenu. Si vous vous positionnez sur des requêtes qui n'ont aucun rapport, vous allez avoir un référencement négatif parce que ça n'a pas de logique. D'accord? Donc le fameux charge de mots-clés, etc., ça n'a pas de sens si vous n'avez pas cette logique derrière. C'est-à-dire, est-ce que l'occurrence sur laquelle je me positionne ressent. Bon, enfin bref, c'était une petite parenthèse. Donc, aujourd'hui, quand vous allez sur Social Checker, vous avez un nombre de mécaniques définies et ces mécaniques sont à classer sous 3 ensembles. La première, c'est ce qu'on appelle les concours de type rapide qui ne requièrent pas d'effort pour l'utilisateur. Ça va être les tirages au sort de type sweepstake, ça va être les instants gagnants, jackpot. Après, vous avez gift train, instant win calendar, etc. C'est des mécaniques en fait où vous allez définir des créneaux gagnants. Ça veut dire que vous avez 50 lots à faire gagner. Si le lot, vous avez 50 lots, vous allez répartir sur toute la durée de votre concours, vous allez définir ce qu'on appelle instant gagnant ou créneau gagnant, c'est-à-dire que entre 16h et 17h, le premier utilisateur qui va arriver dans mon créneau va remporter le lot. D'accord? Le principe des instants gagnants, c'est ça, c'est que vous avez autant de gagnants que vous avez de lots à faire gagner. Si vous avez 50 lots, vous aurez 50 gagnants, parce que vous allez définir 50 créneaux gagnants sur toute la durée de votre jeu. Donc, privilégier des créneaux, bien sûr, qui sont situés à des heures où les gens se connectent, pas à 4 heures du matin. Donc, par exemple, ça va être midi, 1h, 16h, 15h, 15h, 16h, 16h, 17h. D'accord? C'est bien de le répartir à des moments qui sont pertinents dans la semaine. Donc, à quoi ça ressemble en réalité quand vous paramétrez un jeu? À ça. D'accord? Donc là, on a un exemple, c'est un exemple de jeu où
on va retrouver le logo de la marque, le fameux visuel que vous avez sur Facebook, le bouton participer pour jouer à mon jeu, le règlement, les mentions légales. Et qu'est-ce qui se passe que je vous parlais de responsive? C'est-à-dire, mais qu'est-ce que le responsive? Comment ça fonctionne? Par exemple, là, je vais redimensionner mon application et mon application s'adapte en fonction de leur dimensionnement. Par exemple, je vais retrouver là, quand je suis sur mobile ou sur tablette, le fameux burger menu, c'est ce petit menu écrasé avec 3 barrettes, qui va vous permettre d'afficher le menu du footer. D'accord? Et si je participe, que je sois en version PC ou en version mini-site affiché sur un PC, je vais retrouver exactement le même format et les mêmes propriétés. D'accord? Donc ça ne m'empêche pas de jouer et je peux participer de n'importe quel device. D'accord? Donc là, je vais retrouver ce que je vous disais, le formulaire. Si je veux me connecter avec Facebook, je m'authentifie, ça me pré-remplit les champs. D'accord? Ensuite, je vais participer, choisir la newsletter, accepter le règlement. Ok? Je valide et là, j'ai les fameuses questions. D'accord? Donc là, ça va être un quiz type et ensuite, je vais pouvoir passer aux étapes suivantes. Ok? Donc là, ce que vous avez quand vous organisez un jeu Facebook, d'accord? Le format de votre jeu Facebook, il est comme ça. D'accord? Il ressemble à ça. Ok? Nous, ce qu'on a rajouté, c'est là le format mini-site et la version mobile, qui est comme ça. Ok? Et donc, comme je vous ai montré, on parle bien du même design. D'accord? On utilise exactement les mêmes éléments graphiques. Ok? Il n'y a pas de différenciation. J'avais une question. Oui. Moi, j'ai fait un jeu concours récemment. Oui. Et je trouvais que c'était un peu compliqué la première prise en main pour comprendre l'histoire des softgates. Parce qu'en fait, il y avait plusieurs formats. C'est-à-dire? Alors, oui, il y a 3 options. Il y a 3 options sur les softgates. Alors, je vais essayer de recharger l'application. Il y a 3 options sur les softgates. C'est-à-dire que vous avez 3 types. Le premier type, c'est ce qu'on appelle la softgate classique. C'était un peu le cousin de la fangate. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai un bouton j'aime. Ok. Ce bouton j'aime, c'est un bouton qui est généré par Facebook. C'est-à-dire que là, la page qui est renseignée, je l'aime déjà. Ok. Donc, mon bouton est déjà en mode rollover check. C'est-à-dire que, comme quoi j'aime déjà la page, donc je clique sur suivant. Ok. Si jamais je ne suis pas fan, je vais avoir un autre bouton, c'est-à-dire que j'aurai cet état-là. Ok, le bouton j'aime. C'est pour ça qu'il vous renseigne au niveau de votre étape ici. Aimez notre page si vous n'êtes pas fan. Cliquez sur suivant si vous êtes déjà fan. D'accord? Parce que normalement, s'il est déjà fan, il sera déjà compté comme déjà en mode liké. D'accord? Donc, l'autre option que vous avez, c'est ce qu'on appelle la softgate. C'est différent de ce fameux bouton j'aime. Là, vous allez récupérer un post Facebook et l'intégrer directement dans l'application. C'est-à-dire qu'en home de votre site, avant le bouton participer, vous aurez une mise en avant de votre publication Facebook. Ça a 2 effets. Le premier, ça pour inciter le partage sur la publication. Et deuxième, éventuellement, mais c'est moins le cas, pouvoir générer un like sur la page. D'accord? Mais c'est essentiellement pour pusher une publication et la mettre en avant et inciter au partage. D'accord? Donc la différence softgate, postgate, c'est ça. La première, c'est de l'acquisition de fans. La deuxième, c'est la promotion de publication. Donc c'est 2 objectifs différents pour 2 cas différents. Ok? J'ai pas trop compris, mais... Ouais, parce qu'il faut le faire en fait. C'est vrai que quand on le fait... Ouais, je pense en fait, c'est ça en fait. Ouais, en gros, je clique sur j'aime, ça me récolte un like. Je mets pas l'étape, tous les participants n'auront pas cette étape-là et ça ne me créera pas de like supplémentaire sur ma page générée depuis l'application. D'accord? La softgate, c'est j'arrive en début de page, j'ai une publication qui apparaît, donc c'est ma publication Facebook, et elle me permet voilà, d'être likée ou pas. C'est juste une image d'accueil qui intervient au début de l'application. Alors que la softgate, elle intervient dans l'application. D'accord? Je vais vous donner un autre exemple. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, ça va être plus simple, parce que j'ai l'impression que ça... Allô? Oui? Allô? Ouais, on entend. Ah, je sais pas, ça fait coco en fait. Alors, je vais vous montrer un exemple. D'accord? Voilà.
Voilà à quoi ça ressemble la sauvegarde dans la V2. Alors, est-ce que j'en ai des exemples? Sauvegarde, d'accord? Ça, c'est la sauvegarde. C'est les fameux boutons like, le fameux bouton like dont je vous parle. D'accord? Ça, c'est une image de sauvegarde. Ok? D'accord? C'est des marques, c'est différentes marques qui créent une étape avec une incitation au like. D'accord? Oui, d'accord. Ça, c'est la postgate. Donc, vous la retrouvez sur toutes les applications, en fait. D'accord? Sauf la postgate ou la sauvegarde? Ça, c'est la sauvegarde, ça. Ça, c'est la sauvegarde. Okay, on est d'accord. Sauvegarde égale, fangate égale non obligatoire. Parce qu'on ne peut plus définir si une personne a aimé ou pas au préalable la page. Et la postgate, donc la postgate qui est ici, voilà ce que c'est. C'est la possibilité d'embed, donc une page de votre publication en début du concours. D'accord? L'une est dans le concours, l'autre est en début de concours. Ok? Donc ce que je vous disais, le partage qui est ici, là, le bouton partage, c'est pour partager l'application directement depuis l'application. D'accord, donc c'est vraiment un choix. Ouais, c'est un choix. Il y en a un, c'est pour la promotion de la publication, l'autre, c'est pour la récolte de fans. Ouais. Ok? Ok. C'est clair? Voilà. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, là, pour tous ceux qui veulent utiliser la V3 jusqu'à fin août, normalement, si ce n'est voire fin juillet, non, je dirais plus fin juillet, début août, vous avez un compte de bêta activé pour tester la V3. D'accord? Donc, pour ce faire, vous allez dans Register, vous créez votre compte et vous avez une fonction bêta et un abonnement de test pour essayer la plateforme. D'accord? Et on peut s'en servir dans le cadre d'une action professionnelle? Oui, tant que l'abonnement est dispo, oui. Ah oui. Jusqu'à une durée de vie limitée au niveau de l'abonnement. Jusqu'à fin juillet. D'accord? Donc là, vous avez encore 15 jours pour tester. Non, je ne sais pas trop encore parce que ça va dépendre quand on va sortir le module de paiement. Mais normalement, je préfère vous dire par sécurité jusqu'à fin juillet, ça c'est sûr. Et ça continuera peut-être un peu plus après août. Mais pour début août, pardon. Mais pour le moment, on est limité à la partie de on est limité à fin juillet. D'accord? Donc, une fois que vous êtes logué, vous accédez en fait au nouveau back-office. Donc pour ceux qui ont déjà essayé, ça change beaucoup de l'ancien. Vous allez retrouver un certain nombre d'activités sur vos opérations. Vous avez des notifications liées à votre utilisation de la plateforme au quotidien. Ici, dans mon compte, c'est là où vous allez choisir de synchroniser vos réseaux sociaux. Donc vous allez synchroniser votre compte Facebook, d'accord, qui est admin de vos différentes pages Facebook. Dans mes abonnements, vous allez, dans le module bêta, choisir la page sur laquelle vous souhaitez activer l'abonnement. Donc un abonnement, c'est un parking, c'est comme une place de parking vide. Vous y garez n'importe quelle voiture que vous voulez. Donc là, vous sélectionnez la page que vous voulez. Ok. Donc c'est parce que vous avez un abonnement qu'il est forcément associé à une page. C'est-à-dire qu'un mois, vous pouvez faire une opération sur un abonnement, sur une page définie, et l'autre mois, faire un concours sur une autre page. D'accord? C'est pour ça que c'est intéressant quand vous êtes une agence ou vous êtes une structure qui anime plusieurs pages et que vous n'avez pas la problématique de lancer plusieurs concours en même temps sur 2 pages différentes. Là, vous allez pouvoir le faire de manière asynchrone. D'accord? Changer de page et lancer votre concours sur une autre page. Sachant que si vous détachez la page et qu'un concours est en cours de fonctionnement, tout de suite, ce concours devient inaccessible parce que vous avez désactivé l'abonnement de la page. D'accord? Donc, tant que le concours est... Tu peux répéter, s'il te plaît? En gros, si je lance un concours sur ma page Compagnie Corps du 15 janvier au 15 février, mais que pendant le 15 janvier et le 15 février, je désynchronise ma page Compagnie Corps et que je mets Compagnie Test, d'accord, le concours que j'ai lancé devient inaccessible. Parce que j'ai désynchro ma page de l'abonnement. D'accord. Ok? Donc, quand un concours est en ligne, vous ne désactivez pas l'abonnement de la page. Ok? Donc, une fois que tout est bon, une fois que tout ça est pré-paramétré, que vous avez bien associé la page à l'abonnement, vous pouvez commencer à lancer des campagnes. Donc, vous allez dans Campagne. Ici, vous allez pouvoir sélectionner une nouvelle campagne. D'accord? Cette nouvelle campagne va vous permettre de choisir une nouvelle application à lancer.
D'accord? Cette nouvelle application, elle va vous permettre d'accéder directement au back-office. Donc une fois que vous avez sélectionné l'application en question, quand vous arrivez sur le back-office, vous allez obtenir quoi? D'abord un guide pour vous expliquer comment installer et configurer l'application et un template PSD avec tous les gabarits de l'application. C'est-à-dire étape par étape, que ça soit l'onglet d'accueil, l'onglet avant campagne, l'onglet campagne terminée, etc. Vous aurez toutes ces étapes et les éléments qui seront générés dessus. C'est-à-dire pour habiller votre campagne sur les éléments de texte qui vont être générés par-dessus vos visuels. D'accord? Donc le PSD... Oui. En fait, on prépare le PSD avec tous les éléments et on le télécharge, c'est ça? Non, vous téléchargez le PSD, vous l'ouvrez dans Photoshop et vous créez vos calques. Donc vous créez les calques avec tous vos créas. On insère nos calques dans ce template. Et après, vous insérez vos calques. Vous insérez vos créas en fait directement dans les groupements de calques. Oui, ça, oui. Okay. Comme ça, vous vérifiez qu'avec vos créas c'est tout bon, et après vous uploadez. C'est formaté, ok. Voilà, et vous uploadez à chaque fois, vous faites enregistrer sous format web, et vous uploadez à chaque fois votre visuel au format et à l'étape en question, et ensuite vous les re-uploadez directement dans l'admin de l'application. Ok? Ok. Ensuite, vous allez d'abord passer par deux modes, mode standard, mode avancé. Le mode standard, c'est quand vous débutez, que vous ne vouliez pas paramétrer l'ensemble des étapes du jeu. Et le mode avancé, c'est pour personnaliser l'ensemble des étapes du jeu concours. D'accord? C'est-à-dire que là, la manière dont est décomposé chacun des onglets, ok, correspondent à toutes les étapes de votre mécanique. Ok? C'est-à-dire, d'abord, la campagne, quand elle n'est pas démarrée, que ma date est plus tard, je vais avoir un message qui va me dire campagne non disponible, merci de revenir le temps. Campagne terminée, c'est quand l'opération est finie. Ensuite, l'accueil, la sauvegarde, le formulaire. La mécanique, quand c'est le cadre d'un quiz, ça va être la question ou les questions. Le résultat, c'est la fameuse page de remerciement qui dit bravo, vous avez gagné, vous avez fait tel score. Bravo, vous avez perdu, vous avez fait tel score. D'accord? Donc c'est la fameuse étape qui affiche le résultat. Ensuite, le règlement, c'est pour ajouter votre règlement. Et l'installation, c'est pour installer vos différentes applications sur les supports de votre souhait. Par défaut, vous ne pouvez pas personnaliser les autres éléments, les autres étapes, si vous n'avez pas commencé par la configuration. La configuration, c'est très simple. Titre, nom de la campagne, description de votre campagne. Et c'est là le point le plus important. Je sélectionne un abonnement, je sélectionne la page sur laquelle je veux installer mon application. Et dans le cas où j'ai un abonnement multipage, c'est-à-dire que j'ai plusieurs abonnements, mais pour plusieurs pages, je peux installer la même application sur plusieurs pages différentes. D'accord? C'est-à-dire que je m'appelle Super U, j'ai plusieurs pages de magasins à des entités régionales. Je vais pouvoir lancer la même opération sur toutes mes pages de magasins. D'accord? Sous réserve, bien sûr. Il y a du bruit là derrière. J'ai du mal Du bruit. Non, j'entends plein de bruit là derrière. Ah, donc, ce que je disais, c'est que ici, au niveau des abonnements, d'accord? Moi, j'ai un abonnement 3 pages. C'est-à-dire que je peux, au niveau d'un abonnement, choisir 3 pages. C'est-à-dire que là, ma campagne quiz, que je ne pouvais pas faire avant, je vais pouvoir l'installer sur 3 pages différentes. La même campagne. Voilà, c'est ce qui est possible de faire. Par défaut, vous ne pourrez lancer qu'une opération par page, sur une seule page, parce que vous aurez un expert x1. D'accord? Et vous pouvez avoir des experts x4, x5, x6, x7, x20, x40. Tout dépend de la volumétrie de page que vous avez à gérer. D'accord? Qu'est-ce qu'on appelle expert x3, etc. Expert, c'est... L'expert, c'est l'offre. C'est le type de plan que vous avez. Vous avez Start, Expert et Entreprise sur la V3. L'expert, en gros, c'est l'abonnement basique pour avoir accès à toutes les fonctionnalités. Ah, ok. Ça marche? Ouais, ok. Donc, date début, date de fin, c'est pour paramétrer la date de début, la fin de votre concours. La langue, c'est français-anglais. Si vous voulez multilingue, vous pouvez ajouter. Forcer la langue. Alors, si on a, par exemple, un jeu concours organisé donc sur plusieurs, en différentes langues, en fait, si on a plusieurs langues, non, on est obligé de coordonner en fait les langues là.
vous choisissez 2 langues et vous allez configurer en fait à chaque étape les 2 langues. C'est-à-dire vous allez configurer les visuels de l'anglais, le texte de l'anglais, à la fois du français. Donc vous aurez à personnaliser en double ou en triple ou en quadruple chaque étape de votre application. D'accord, parce que vous pouvez avoir du texte sur vos visuels, donc vous êtes amené à modifier chaque visuel pour l'adapter dans chaque langue. Donc vous déclinez à chaque fois la même chose tout le temps. Comment, en fait? Je vais vous montrer. C'est pas encore dans cette étape-là. Donc là, vous allez changer vos langues, activer la langue, forcer la langue si vous voulez que par défaut elle s'affiche toujours en anglais. Sinon, nous, on détectera la langue en fonction du navigateur ou de l'interface Facebook, la langue de l'interface Facebook. Ici, vous allez retrouver le fond de votre du microsite, d'accord. Donc là, c'est pas le visuel 810 par 700, c'est un visuel qui doit faire 1920 par 1080. Donc c'est bien un visuel que j'appelle d'arrière-plan, d'accord, qui va habiller votre microsite. Tous les visuels là sont de 810 par 700 maintenant, parce que là quand j'avais fait le jeu, c'est pas le cas. Il y avait 3 formats différents, je crois. Ça va dépendre en fait de certaines mécaniques, mais normalement tout ce qu'on a, hormis cette étape-là, ça sera toujours des visuels de 810 par 700. D'accord. Formaté à 100. De quoi? Simplifié, en fait. Oui, on a simplifié, ouais, pour uniformiser. Sauf ici où on va avoir ce fameux visuel de background, c'est ce fameux visuel qu'on retrouve ici, c'est-à-dire le visuel rouge là que je vous ai montré, d'accord, ce fameux visuel avec les chaussures. Voilà. C'est ici ouais, d'accord. Ça, c'est pour le mode responsive, en fait. C'est la seule raison pour laquelle maintenant il y a ce fond qui est inséré. Exactement, c'est pour le format du microsite. D'accord? C'est quand vous allez uniquement faire pointer l'utilisateur sur le format microsite. Ensuite, et là, c'est le format est dédié. Le format on a la connaissance du format ou 1920 par 1080 pixels, format Full HD. Sachant que le redimensionnement est complètement élastique. C'est-à-dire que là, je vous donne juste un format idéal, mais il est possible qu'une partie de votre visuel soit scropée dans une... Parce que si vous affichez sur un MacBook Pro en 14 pouces ou une résolution 15 pouces ou 17 pouces, et si votre carte, elle supporte que le 1280 par 768, voilà, c'est extrêmement variable. C'est juste le visuel de fond. Cherchez pas à faire quelque chose de très travaillé, parce que de toute façon, il s'est scropé ou redimensionné différemment en fonction des résolutions d'écran. Ça, c'est une question de compatibilité technologique. On ne peut pas faire de déposition idéale, parce que ça va fluctuer en fonction des écrans. Ok? Est-ce que tout le monde comprend cette idée de fond, d'arrière-plan, etc. Vous pouvez répondre dans les questions si vous voulez par oui. Ok, ça marche. Ok, génial. Ça marche. Donc, sachant que, pour info, sur l'outil, j'ai le taux d'attention. Je vois ceux qui décrochent et ceux qui ne suivent pas. C'est pour ça que je vous relance un peu pour voir si c'est clair. Mais n'hésitez pas à m'arrêter, hein, parce que le but, c'est aussi que je vous explique en plus en détail. Voilà. Donc, l'histoire d'arrière-plan, c'est je upload un fond en 1920 par 1080 pixels. Donc, vous pouvez prendre des grosses... Même une image qui fait 2000 pixels par 1600 de haut, ça posera pas de problème. C'est juste un visuel pour habiller l'arrière-plan. Donc, vous validez votre concours. Et là, on va vous dire, la section de configuration de votre campagne a bien été enregistrée. Donc là, tout est bon. Vous pouvez passer à l'étape suivante. Alors, Yasmine... Voilà, vas-y Yasmine, tu peux parler maintenant. Normalement. Je t'ai activé le micro. Donc... Oh, c'est pas vrai. Si, on t'entend. Tout seul. Yasmine, je t'entends parler. Je sais pas si c'est toi. Ah, voilà. Vous m'entendez là? Oui, Yasmine, on t'entend. Super. Voilà. Si tout à l'heure, je m'explique toute seule, je parle, mais en fait... Ça marche, il n'y a pas de souci. Donc ça fonctionne maintenant, j'ai activé le micro. Donc, une fois que vous avez personnalisé cette fameuse étape de configuration, vous allez retrouver l'étape que je vous parlais, et campagne non démarrée. La campagne non démarrée, et c'est là où je vous parlais, où on va passer à des visuels de 810 par 700. Les images que vous allez uploader ici, d'accord, dans images de fond, à partir de cette étape-là, jusqu'à la fin, la page de résultats, c'est que des visuels en 810 par 700. D'accord? Que des visuels en 810 par 700. Par défaut, ici, il y a juste une image d'un logo. Donc, c'est pas obligé de faire un visuel de 810 par 700. Maintenant, moi, je vous le recommande parce que ce serait plus facile. Sachant que cette application supporte ce qu'on appelle le PNG transparent. Donc, le PNG transparent, c'est un format
qui vous permettent, en fait, au lieu d'avoir à chaque fois un fond blanc quand vous enregistrez votre image, de gérer la transparence. C'est-à-dire que si vous allez mettre, je sais pas, un petit lapin au milieu de votre 810 par 700, au lieu qu'il soit sur fond blanc, eh ben, il laissera transparaître derrière le visuel d'arrière-plan. D'accord, la couleur de fond. Je vais vous donner un exemple. Ici, ma couleur de fond, d'accord, de mon application, elle est, je vais prendre un autre exemple plus clair, en fait, ça va être plus simple, que j'ai là, voilà, ici, voilà. Exemple, je vais prendre ici mon exemple de campagne, d'accord, que j'ai préconfiguré. Vous voyez ici, j'ai mon visuel en 810 par 700. C'est ce que j'appelle un PNG transparent. Pourquoi j'appelle un PNG transparent? Vous allez comprendre pourquoi. Dans l'onglet configuration, j'ai ce fameux visuel d'arrière-plan, d'accord? Dans mon visuel de home, j'ai un PNG transparent. Vous allez comprendre pourquoi je parle de PNG transparent. Quand je vais prévisualiser l'application, d'accord, je vais arriver sur le bouton participer. Et là, je ne sais pas si vous remarquez, ici, ce que j'ai derrière, c'est mon visuel configuration. Et ici, mon touristique quiz et mes images, ce que j'appelle une image d'arrière-plan de PNG transparent. C'est-à-dire que mes images, en fait, elles sont transparentes, donc elles laissent apparaître le visuel d'arrière-plan. Et si je redimensionne mon visuel, vous allez voir, mon visuel d'arrière-plan, il n'a plus la même position. Idem quand je le redimensionne sur mobile. D'accord? Donc la manière dont est faite cette application, c'est simple. Moi, si je veux, par exemple, pas avoir le visuel d'arrière-plan apparent, je mets ma couleur de fond à 100%, je valide. Et qu'est-ce qui se passe au moment où je vais prévisualiser cet élément? D'accord? Voilà. Mon fond va être noir. Je ne vois plus mon visuel de background. D'accord? Donc si vous voulez utiliser un visuel plein, donc avec des couleurs pleines, vous pouvez le faire. Mais malgré tout, vous pouvez utiliser les PNG transparents pour laisser apparaître votre visuel d'arrière-plan. D'accord? Donc là, les deux petits personnages sur la plage. Ok? On est obligé de fonctionner toujours avec un arrière-plan et un visuel aussi. Non, par exemple, si tu ne veux pas mettre de visuel d'arrière-plan, tu peux très bien aller dans la configuration ici, d'accord, supprimer ton image et juste mettre une couleur de fond. Et le seul visuel que tu vas uploader ici, dans Home, ça sera ce fameux visuel-là, d'accord? Et là, tu resteras dans la même chose que ce que tu as fait sur la V2 ou sur toutes les autres applications, tu resteras dans un format 810 par 700. Le visuel d'arrière-plan, c'est juste si tu veux habiller. Si tu veux, nous, ce qu'on va proposer plus tard, c'est que ici, au niveau du visuel d'arrière-plan, on va permettre d'uploader ce qu'on appelle des vidéos en autoplay au format HTML5. C'est-à-dire que tu pourras faire en fait des applications un peu plus immersives. Par exemple, si c'est de la cuisine, tu pourras avoir un cuisinier qui coupe des poivrons en images floutées en arrière-plan. Tu vois, ça sera beaucoup plus attractif. Ok. Ce que j'allais demander, c'est là, on peut juste mettre un visuel qu'on aura créé nous-mêmes sur Photoshop ou autre. Ouais. On le pose ici. Et bon, l'arrière-plan, ce sera un truc uni ou en tout cas pas ça. Ouais, tu mets ce que tu veux en fait. Soit en fait tu utilises le visuel d'arrière-plan comme habillage, c'est-à-dire que en fait ta créa elle vient avec le visuel d'arrière-plan, soit tu utilises le visuel d'arrière-plan en fait pour renforcer le thème de ton application. Par exemple, moi c'est Touristic Quiz, donc je mets une photo de plage. Ça va être, je sais pas, la cuisine, tu mets une photo de nourriture en arrière-plan. L'idée c'est que ça soit suggestif, c'est-à-dire que en gros ça ne soit pas visuellement trop lourd. Tu vois, il faut que ça reste en bon contraste avec le contenu de ton application. Pas que en fait le visuel surcharge ta créa centrale qui est située en fait dans le visuel 810 par 700. D'accord? Donc c'est vraiment suggestif et il faut pas aller chercher à faire quelque chose de trop travaillé. C'est pour ça que moi je recommande en fait de faire un effet blur, c'est-à-dire un effet flouté sur le visuel. Pas nécessairement de laisser trop de détails. D'accord? Ou alors de mettre une petite opacité blanche dessus, enfin voilà, un petit effet qui fait que ça surcharge pas trop, mais que ça reste sympathique. Ok? Oui. Le poids des images, ça se passe comment? Bah comme n'importe quel site web, plus vous mettez d'images lourdes, plus c'est lourd à télécharger. Voilà, exactement. Il n'y a pas une réoptimisation par votre outil? Alors non, nous on est hébergé chez Google Cloud, donc eux ils ont un système qui normalement optimise les images, mais
Le désavantage, et toi tu dois le connaître en tant que graphiste, c'est que ça dénature la qualité. Parce que quand tu fais du rééchantillonnage par champ d'outils, le problème c'est que voilà, ceux qui ont mis certains formats ou qui ont géré leur visuel via Photoshop en adaptant en fait la qualité, etc. Ben là on va encore plus abaisser la qualité. Donc vaut mieux que vous optimisez les images et que vous uploadiez les bons formats. D'accord. Ensuite, tu as d'autres points importants qui sont, par exemple, liés à tes visuels. C'est notamment, tu peux uploader du GIF ou du PNG transparent. Parce que là, maintenant, tu peux supporter du GIF. C'est-à-dire qu'en fonction des questions, tu peux faire attention à ça en disant, voilà, tu peux faire un truc un peu plus animé. Par exemple, dans les quiz, dans les réponses, tu peux coller des GIFs en réponse. Pour tu peux avoir des gifs animés? Ouais, en réponse, tu peux avoir des gifs animés. D'accord, ça permet de donner, par exemple, des questions un peu plus sympathiques que simplement du texte. Maintenant, tu peux uploader des images. D'accord. C'était pas le cas avant, en fait. Si? Non? Ouais. C'est pas le cas. Ouais. Et voilà. Avant, non, c'était pas le cas. Avant, c'était pas possible. D'accord. Donc, une fois que vous avez personnalisé tout ça, pour chacune de vos étapes, ça va être exactement le même procédé. Au final, même vos survols de boutons, à chaque fois, ça va être la même chose. C'est-à-dire que sur les survols de boutons, ou les boutons, vous allez toujours mettre la même propriété de survol, la même couleur au niveau de la typographie, etc. Vous allez pouvoir les répéter. Ce qu'on va faire à terme, c'est pouvoir, en fait, au niveau de la configuration, présetter en fait un certain nombre de paramètres pour vos boutons et que ça s'applique pour toute l'application. D'accord? Parce qu'on sait très bien que le bouton participer, suivant, etc., ça sera exactement la même cohérence graphique. Ok? Donc on va essayer de simplifier pour présetter tous ces paramètres-là en amont. Là, c'était compliqué. Enfin, moi, je trouvais que c'était compliqué, là, avec tous les trucs de boutons. Après, il y a à répéter toujours la même chose. Je suis d'accord, c'est tout ça. Mais en même temps, après, voilà, il y a quand même des cas, malheureusement, de clients qui vont faire varier les boutons et les survols. Bon, après, c'est des choix, mais le fait de laisser de la liberté dans l'utilisation fait que parfois, malheureusement, c'est soit un choix entre est-ce qu'on pré-package, est-ce qu'on simplifie ou est-ce qu'on laisse toute la liberté. Malheureusement, il y a deux écoles. Il y a ceux qui aiment bien avoir toute liberté, tout paramétrer, et ceux qui aiment bien qu'on leur mâche bien le travail. C'est deux débats, deux cas, qu'on essaie de se placer entre les deux. Ensuite, la sauvegarde. Donc la sauvegarde, il n'y a pas d'évolution particulière à part que vous activez cette fameuse option. Vous allez sélectionner la typologie. Donc vous, en l'occurrence, ça soit sauvegarde, soit postgate. Je vous conseille la sauvegarde par défaut. Votre page Facebook que vous voulez renseigner. Un argument d'accroche sur pourquoi vous devez être fan. Et ensuite, bien préciser de si vous êtes fan, aimez la page. Si vous êtes déjà fan, cliquez sur suivant ou cliquez sur la suite. D'accord ? Super important parce qu'en fait, nous, on ne peut plus calculer, définir si une personne est déjà fan ou fan. C'est-à-dire que quelqu'un qui clique sur le bouton mais qui était déjà fan, il va délike la page. Malheureusement, c'est comme ça, mais c'est la seule manière d'obtenir du like. Et malheureusement, si vous ne le mentionnez pas, mais il y a des personnes qui délikent votre page. Ok ? Donc, bien communiquer, bien expliquer ces éléments-là. Ensuite, le formulaire. Donc là, je vous demande d'être attentif, c'est super important parce que c'est la partie clé des applications. C'est ça que n'importe quel décideur ou n'importe quelle entreprise va pointiller et va vous donner un certain nombre de recommandations. Et c'est là où vous pouvez justement être force de proposition. En premier, vous avez ce qu'on appelle les connecteurs, c'est-à-dire par quoi l'utilisateur peut pré-remplir les champs, par quel réseau. Donc là, il y aura Facebook, Google+, Twitter et bien d'autres. D'accord ? Par défaut, vous pouvez activer un certain nombre de critères, donc démographique, l'adresse, le nom, le code postal, la ville, la civilité, le pays et l'État. Plus vous activez de champs, plus vous avez de déperdition. C'est-à-dire que moins vous avez potentiellement d'utilisateurs. D'accord ? Donc, il faut à chaque fois limiter le nombre de champs tout en essayant d'obtenir les informations qu'on souhaite. Par exemple, si vous avez la ville, vous pouvez définir le code postal. Ok ? Si vous avez le pays, enfin si vous avez l'État, vous avez le code postal, par exemple, vous savez définir la ville, etc., etc. Les deux champs qui créent le plus de déperdition, c'est le téléphone et la date de naissance. Ok ? C'est les champs en fait que les participants, n'importe quel utilisateur, sont les plus réticents à donner. Ok ? Donc ceux-là,
il faut vraiment les utiliser uniquement dans le cas où vous faites des opérations dans le cadre de la loi E20, c'est-à-dire ceux qui font de l'alcool, des cigarettes, etc., obligés de demander la date de naissance, d'accord, pour être sûr que les participants qui jouent à votre jeu sont éligibles à gagner. Ok, s'ils renseignent qu'ils ont 13 ans, ils ne sont pas éligibles à gagner. Ok, et surtout, et ça c'est important et très peu l'utilisent, ce qu'on appelle les champs personnalisés. C'est-à-dire que l'ensemble des souscriptions que vous allez avoir via ce formulaire va vous donner ce qu'on appelle un export de participants. Et cet export, en fait, c'est un fichier Excel. Ce fichier Excel, en fait, soit vous l'utilisez de manière classique avec un formulaire, soit vous cherchez à qualifier votre base de participants. La qualification, elle passe par quoi? Elle passe par la possibilité, en fait, de poser une question et d'obtenir des occurrences clés. C'est-à-dire, moi, je lance un quiz de voyage et je voudrais déterminer quelle est la destination qu'ils envisagent de regarder pour leurs vacances d'été. Et là, je vais citer des continents. Et en fait, dans la liste des participants que je vais obtenir, je vais trier ceux qui vont vouloir aller en Australie, ceux qui vont vouloir aller aux États-Unis, ceux qui vont vouloir aller en Asie, etc. Et quand je voudrais lancer une campagne de mailing ou je voudrais leur envoyer un mail, je vais pouvoir adresser le bon mailing à la bonne personne. C'est-à-dire que, ok, toi, tu veux voyager en Asie, donc je vais te renvoyer que des recoproduits sur l'Asie, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est un indicateur qu'on définit par de la segmentation. C'est-à-dire que je vais découper ma base de participants en fonction de ce critère-là. D'accord? Chose que nativement, simplement avec ces champs classiques, vous n'êtes pas capable d'obtenir. D'accord? Donc, d'arriver auprès de votre responsable social media ou de votre marque ou de votre client, vous en tant qu'agence, et de lui dire, voilà, je suis capable de dire qui aime l'Asie, qui aime l'Europe, etc., ou qui aime telle gamme de livres, ou qui aime telle gamme produit, etc., c'est extrêmement intéressant. Et en plus de ça, vous valorisez votre travail parce que vous dites, voilà, j'ai pas fait seulement un jeu pour faire gagner des lots, je t'apporte des données, des indicateurs, d'accord, plus précis sur ce que tu fais. Après, il y a aussi une logique quantitative, c'est-à-dire, par exemple, je vais pouvoir poser une question oui/non. Êtes-vous déjà client ou non? Et là, vous êtes capable de dire à votre client ou votre marque ou votre responsable, eh ben, parmi tous les participants qu'on a, on a énormément de personnes qui ne sont pas clients. Donc, il y a énormément de conversions à créer. Donc, on va créer de la pub Facebook autour de nos produits. OK? Donc, c'est super important. Ces indicateurs, ça oriente vos décisions marketing. Ça oriente vos choix. C'est plus de l'intuition, là, c'est des métriques réelles. C'est-à-dire que vous avez, sur une vision macro, sur un nombre de participants, des données précises sur ce que vous devez faire. Donc ça, c'est super important, c'est sous-utilisé et je vous assure que dans les années à venir, quand on vous parle de data, d'open data, de data mining et compagnie, toutes ces choses autour des données, c'est uniquement ça. C'est la quête de sens autour des données récoltées. D'accord? Donc faire ce qu'on appelle du slow data, slow data, en fait, c'est ce principe d'utiliser la donnée mais qualitativement. Il faut savoir qualifier les données. Je vais vous montrer comment on exporte ces fameuses données. D'accord? Donc là, je vous montre comment acquérir ces données, comment bien le faire. Ok? Ça, c'est super important parce que c'est 90% de votre taf, il repose là-dessus. C'est-à-dire que, ok, il y a du jeu, ok, il y a des lots, ok, etc. Le Saint Graal, la valeur marketing, ce qui a un ROI, c'est ça. D'accord? C'est ce fameux point-là. Si là-dedans, vous avez 5000 participants, qu'il y en a 100 qui deviennent clients, c'est du ROI. C'est sur ça que repose votre travail. Donc, tout ce qui est acquisition de likes, etc., ok, c'est bien, mais la vraie valeur, elle est issue de cette acquisition-là. D'accord? Donc, elle est clé. Aujourd'hui, les applications, que ce soit n'importe lesquelles, c'est là-dessus que ça devient intéressant. Vente privée, eux, c'est quoi? On a une base de 300 000 clients. On va greffer un jeu entre nos 300 000 clients et voir ce qu'on a en résultat. Et on va regarder combien de clients ont participé à notre jeu. C'est-à-dire qu'ils font des opérations pour évaluer le volume de vente. D'accord? Comme il y en a d'autres, ils vont faire de l'acquisition, c'est-à-dire qu'ils vont vous permettre, ça va vous permettre d'évaluer le potentiel marché. C'est-à-dire, au niveau de votre page Facebook, est-ce que c'est plus une communauté de clients ou c'est plus une communauté de prospects, etc., etc. D'accord?
Donc ça, c'est extrêmement important et vous devez savoir comment bien le trier, comment bien l'articuler. Est-ce que c'est clair? Enfin, clair. Est-ce que vous comprenez cette logique? Oui, pour moi, c'est bon. Ok. Est-ce que... Ok. Ça, si vous devez retenir qu'un truc au-delà de la plateforme, au-delà de tout ce que vous voulez, c'est super important. C'est quand on vous parle d'inbound marketing, de earned media, de tout ce que vous voulez, c'est ça. C'est l'acquisition de données. D'accord? Que ce soit fait par une application Facebook, un jeu concours, un formulaire d'inscription, ce que vous voulez, c'est de la collecte de données, c'est le b.a.-ba du marketing. C'est sur ça qu'il faut appuyer, etc. Vous faites un événement, vous faites n'importe quoi, c'est ça, l'acquisition de données, les leads à travailler, etc. Quand vous faites un salon, vous faites de l'acquisition de cartes de visite, c'est ça que vous faites. Vous récoltez des données des utilisateurs et ensuite vous allez les recontacter pour générer un achat, une conversion. D'accord? Donc que vous fassiez de la conversion via de l'application Facebook, que vous fassiez via un salon, c'est exactement le même procédé. Et plus vous avez d'informations sur le client, mieux vous êtes en mesure de le cibler. Quand vous utilisez un CRM, c'est pareil. Vous avez non contact email et après vous allez savoir si le mec, ben voilà, il a acheté il y a 10 jours, il a acheté il y a 20 jours, etc. D'accord? Ce qu'on appelle segmenter et aller au plus près. C'est-à-dire d'avoir le maximum d'informations pour aller au plus près de ce que l'utilisateur attend. Ok? Donc ça, c'est le marketing. Oui. J'aurais une question. Est-ce que tu peux redescendre en bas dans les champs personnalisés? Oui. Voilà, je voulais savoir si en fonction de la question qui était posée dans le label du champ personnalisé, la valeur du champ personnalisé avait, enfin, comment, parce que là, tu as marqué où souhaitez-vous participer. Donc, du coup, en dessous, nous avons des pays. Ouais. Et si on posait une autre question, comment est-ce qu'on met un déroulé différent dans la case du dessous? Ben là, tu as 3 champs personnalisés, donc tu peux poser un maximum de 3 questions. Ok, donc là, si tu dis, par exemple, après tu as différents types de champs. Par exemple, vous avez des marques qui vous parlent d'un élément intéressant, et vous dites, je voudrais un triple opt-in. C'est-à-dire que j'ai mon opt-in à moi en tant que marque, j'ai l'opt-in, c'est-à-dire c'est inscription à la newsletter, d'accord? Tu as inscription à une newsletter pour ta marque, tu as l'inscription à une newsletter pour ton partenaire, et tu as la troisième opt-in qui est je voudrais garder les photos du photocontest pour les réutiliser commercialement. Donc tu as triple opt-in. Toi, ce que tu vas dire, c'est-à-dire que tu vas mettre une case à cocher, tu vas dire j'autorise la marque à utiliser mes photos à titre commercial, je le mets en obligatoire, si tu n'acceptes pas cette clause-là, tu ne peux pas participer au jeu. D'accord? Donc l'opt-in, en fait, l'opt-in, c'est à comprendre consentement. Alors, case à cocher, quand on vous parle d'opt-in ou d'inscription d'utilisateur, ça veut dire participant consent à ce que vous voulez. D'accord? Donc quand vous avez besoin d'un consentement parce que vous avez besoin de vous décharger ou si le gars se retourne contre vous, vous dit vous n'avez pas le droit d'utiliser mes données, etc. Il dit non, non, Coco, quand tu as participé au jeu, regarde à telle date, tu as marqué comme quoi tu étais OK. OK? Donc vous avez différents types. Après, vous avez un autre type, c'est le texte. C'est-à-dire que là, vous allez poser une question et c'est un label vide. C'est-à-dire que le mec, il est libre de répondre ce qu'il veut. Quel est ton produit préféré de l'année 2014? Et le mec, il répond ce qu'il veut. D'accord. Et dans le label du champ personnalisé numéro 1, est-ce que tu avais le choix de rentrer où souhaitez-vous partir cet été? Après, une question là, tu mets 1, tu mets 2, enfin après, tu mets dans l'ordre que tu veux en fait. L'ordre n'est pas défini, c'est juste une liste de sélection. Là, tu vas mettre 1, là, tu vas mettre 2, là, tu vas mettre 3, après, tu peux mettre 3 en premier, 4 après, etc. En fait, tu mets ce que tu veux. À chaque ligne, en fait, tu mets une réponse. Tu peux mettre ce que tu veux. Si tu veux pas mettre de liste de sélection, tu mets un champ vide. Si par exemple, de quand date ton dernier achat, d'accord? Là, c'est la question obligatoire. Le mec va devoir renseigner une date de quand date son dernier achat. D'accord, d'accord. En fait, tu as 3 formats différents. C'est la case à cocher, la liste de sélection, le label champ texte classique, etc. Sachant que, en fait, l'ensemble de ces 3 choix vous laisse énormément de possibilités sur la manière de qualifier. Le seul avantage des listes de sélection, c'est que c'est une question fermée. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas d'autres possibilités. Donc du coup, il y a moins d'efforts pour l'utilisateur. C'est super important. Du coup, l'important, c'est d'abord de commencer par les questions fermées parce que vous êtes sûr que ça ne va pas générer de déperdition. Par contre, si vous mettez un champ texte en disant quel est votre budget de panier pour vos courses de Noël, et que là vous mettez un champ texte classique,
Les gens vont vous mettre 0 ou t'as besoin d'argent, ils vont répondre n'importe quoi. D'accord? Donc voilà, le champ texte, c'est aussi avoir des hérésies en réponse. L'avantage de la question sélection, c'est qu'en gros, le choix est défini, donc il ne peut pas répondre n'importe quoi. Ok? Encore une fois, c'est du déclaratif. Donc ça repose bien sûr sur le bon vouloir des utilisateurs. Si les gens veulent répondre n'importe quoi, ils répondront n'importe quoi. Ah oui, bien sûr. Donc gardez bien l'esprit. Et en général, voilà, 90% des gens renseignent bien leurs informations, ils ne mentent pas sur leur information démographique. Donc voilà, il y a une vraie logique là-dedans. Donc voilà, je vous expliquais le champ de personnalisé, donc ça, c'est super, super, super important. Ok, si vous devez retenir un truc, qu'un seul truc, voilà, sachez ça, apprenez à qualifier, à savoir bien sélectionner les champs de formulaire. Ça joue sur énormément de choses. Et j'ai un dernier point que je vais vous donner. Votre newsletter, ici, c'est un texte, je souhaite recevoir la newsletter. Mais je souhaite recevoir la newsletter pour un utilisateur, ça veut tout et rien dire. Par contre, de dire, quand vous appelez vente privée, que vous appelez Thomas Cook ou n'importe qui, je souhaite recevoir des informations sur les destinations de l'été, je souhaite recevoir des informations sur les dernières éditions des vêtements Menlook ou de la dernière gamme produit, c'est orienté. C'est-à-dire que vous savez pourquoi vous activez l'opt-in. D'accord? Souhaite recevoir la newsletter, ça veut rien dire. Pour le Pékin moyen, il va dire ok, mais tu vas me parler de quoi, sur quoi tu vas m'informer, etc. D'accord? Donc pensez bien à reformuler ce champ-là, voire même de moduler le texte en fonction des jeux concours. Je vais vous donner une métrique sur du proofreading, c'est en fait de la relecture, tester, éprouver en fait un contenu, le faire lire à des gens pour qu'ils donnent leur avis. Ok, ça a fait varier pour 100 entreprises de 20 à 70% leur chiffre d'affaires. Ouais. D'accord? Ça veut dire que simplement sur un site internet, qui paraît anodin, simplement en changeant le texte, en formulant différemment, avec un bouton de call to action derrière, donc qui va générer de la vente, ils ont réussi à faire varier de 20 à 30% leur chiffre d'affaires, c'est-à-dire l'argent qu'ils vont rentrer. Donc ça paraît aberrant, mais pourtant c'est une réalité. On est on fonctionne en intuition. On va mettre un texte en se disant ça va fonctionner, c'est clair. Et malheureusement, quand vous le testez, vous l'éprouvez, vous demandez à 40 personnes de le lire, et parfois on se dit bah non, je comprends pas, c'est pas clair. Non, ça veut rien dire. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, l'objectif premier que vous souhaitiez de cliquer sur ce bouton, mais en fait, personne ne le fait. D'accord? Donc le proofreading, l'éprouver un contenu, vérifier qu'il soit cohérent, qu'il soit clair, c'est super important. Quand vous faites une application, c'est pareil. Évaluer un concept, vérifier qu'il est cohérent, qu'il est compréhensible par tous, c'est aussi important. Parce que ça relève de la réussite ou non de votre concours. Si vous mettez 7000 € de communication, vous êtes publié sur tous les médias du monde, et que les gens qui arrivent sur votre concours ne participent pas parce qu'ils ne comprennent pas, bah vous avez perdu tout votre budget marketing. Tout simplement parce que vous avez oublié de vous poser la question, est-ce que mon concours est clair? Est-ce que mes questions sont compréhensibles? D'accord? Donc, et quand je vous dis ça, c'est pas quelque chose que j'exprime comme ça par défaut, c'est quelque chose que j'ai vu et que j'ai entendu. Des gens qui ont mis des budgets de 400 000 € de communication et qui ont eu 7000 participations. Alors que en potentiel participants, ils auraient pu en avoir 20 000, 25 000. D'accord? Donc parfois, c'est pas lié à l'outil, c'est pas lié au design, c'est lié simplement au texte que vous avez mis ou au concept d'application. D'accord? Donc la réussite ne repose que sur bien veiller à tous ces éléments. Les formulaires qu'on active, le concept, les textes et la cohérence du design. Ok? C'est clair? Oui. Si vous avez compris ça, que vous posez les bonnes questions, vous êtes des winners. Vous allez réussir votre opération. Ça paraît rigolo de le dire comme ça, mais c'est une réalité. Vous posez les bonnes questions, arrivez à que ça soit cohérent et que tout le monde vous dise c'est clair, je comprends, c'est se garantir la réussite. Après, il y a bien sûr les leviers marketing et la communication, mais 90% de votre job, il est là. Il est de bien vérifier tous ces aspects. D'accord? Moi, j'ai une question. Oui. Sur la newsletter, j'accepte de recevoir la newsletter, on doit être précis, comme pour toi, par exemple, de recevoir des informations sur les voyages en Asie, par exemple. Ouais. Une fois qu'on a les réponses, que c'est trié et tout,
on ne peut pas permettre d'envoyer n'importe quelle newsletter à partir de là. D'accord. Donc, dès le moment où Non, dès le moment où le mec a validé, tu peux lui envoyer ce que tu veux. La seule chose, c'est que toi, quand tu vois, en fait, quand tu as un truc qui est tout simple, hein, ce que parlait Seth Godin, enfin un truc qui s'appelle le permission marketing, c'est-à-dire demander la permission avant d'envoyer quelque chose. Oui. Quand on parle de taux d'ouverture sur un mailing, c'est ça. C'est en fait, si tu errones le message auprès de ta cible, il va pas l'ouvrir. Ou il va se dire, mais non, mais ça me concerne pas, ça me regarde pas. Tu vois, quelqu'un qui a aucune compétence en automobile, qui en a rien à faire des voitures et qu'on lui envoie un abonnement pour un magazine automoto, il s'en fout, il va le supprimer, il va se désabonner de la newsletter. D'accord? Donc la logique, en fait, ouais, dis-moi. Pardon. C'est exactement ce que c'est-à-dire, après, on a la liberté de lui envoyer tout ce qu'on veut, mais après, c'est à nous d'être plus sélectif, d'exporter des listes en disant, voilà, ça, c'est les gens dont j'ai les contacts et qui veulent de l'Asie, ça, c'est les gens dont j'ai le contact et qui veulent de l'Afrique. Et comme ça, on oriente ces newsletters, on ne l'envoie pas à tout le monde. Exactement, tu as tout compris. C'est exactement ça. Et ça, quand des utilisateurs, quand des marques vous dites on a des taux d'ouverture à 2%, souvent ce qu'ils font c'est du masse, c'est de l'envoi de masse. C'est-à-dire qu'ils se préoccupent pas de la cible et ils ont un taux de retour de 2%. Or que avec la méthodologie que je vous donne, vous allez faire 70% de taux d'ouverture, ça va vous prendre plus de temps, mais au final, quand vous allez calculer l'argent que vous allez récolter en échange process versus l'autre, le vôtre sera plus quali et plus périn sur la durée. D'accord? D'accord. Donc c'est super important parce que ça va plus loin que simplement vous dire de dire ok, je pourrais prendre tout et envoyer au message. Mais le problème c'est qu'une fois qu'un utilisateur n'est pas réceptif à votre message, après il sera plus amené à réouvrir vos prochaines newsletters. C'est-à-dire que vous l'avez perdu. Ok? Donc le but c'est de minimiser la perte. D'accord. Et de quelle façon est-ce qu'on récupère les données après pour je vais vous montrer. En fait, c'est quand vous allez dans votre campagne ici, d'accord. Donc là, je vais retourner dans les campagnes. Donc pour répondre à Charles, oui, tu peux modifier les questions en cours de jeu. Tu peux reformuler tes questions. Toutes les applications peuvent être personnalisées quand elles sont en live. Il n'y a pas de problème. Vente privée, par exemple, ils ont fait une application là qui a enregistré 20 000 participations depuis en moins de 48 heures. Ils ont reformulé leurs questions en cours de jeu. Parce qu'ils vont renvoyer un deuxième mailing à une autre base de participants, donc ils ne veulent pas poser les mêmes questions. Après, on n'a pas les trackings sur les réponses qui sont données par les participants sur les questions. En fait, ça n'a pas d'incidence sur le listing des participants. Ça n'aura pas tendance à permettre de mieux segmenter. Les questions, c'est plus dans une optique de générer du trafic sur des pages cibles. Par exemple, vous appelez Nocibé. Vous êtes donc Nocibé, un distributeur. C'est quelqu'un qui revend des produits de fournisseurs de marques comme L'Oréal, Chanel et compagnie. Donc Nocibé, par exemple, ils vont proposer par exemple de distribuer un nouveau produit de mascara pour de L'Oréal. Donc ils vont créer un quiz sur le produit. Et tous les pages indices pour trouver les informations du produit, elles vont rediriger sur la page de L'Oréal. D'accord? Donc le quiz aura deux objectifs. Le premier, collecter des données de gens qui sont intéressés par le produit, le mascara, parce que en fait, ce que vous allez faire gagner, en fait, c'est des produits de test. Donc, c'est des produits qu'on vous donne gratuitement et que vous pouvez essayer. Et potentiellement, ceux qui participent sont intéressés pour également acheter le produit. D'accord? Donc, une marque, par exemple, comme Nocibé, son objectif, il y en avait trois. Le premier, c'était taux d'impression. C'est-à-dire combien de personnes ont été exposées au produit. Exposé, ça veut dire simplement qu'ils ont vu une image avec le produit. D'accord? Donc ça peut être le concours. Ça, c'était le nombre d'impressions. Deuxième objectif, c'est du trafic cible sur des caractéristiques produits. Donc ça, c'était le rôle des questions. C'est-à-dire qu'on va dire, par exemple, combien de centimètres le mascara permet de rallonger les cils, par exemple. Et là, il y aura une spécificité et des données à aller chercher sur la page cible, etc. Donc là, c'était du trafic généré sur du page cible. Et troisième objectif, récolter des données sur des gens qui seraient potentiellement intéressés pour acheter le produit. D'accord? Auquel via un mailing, on va pusher des pourcentages de réduction pour aller acheter le produit en magasin ou en ligne.
Ok? Donc, les questions, comme tu dis, Charles, sont intéressantes à modifier à condition que tu respectes bien cette idée. Si tu dis, ça ne te permet pas de faire de la conversion directe au niveau de la 15-10, donc peut-être intensifier la difficulté au niveau de la question. Ouais, par exemple, oui, des indicateurs, oui, ça peut être des bons indicateurs. Ça peut être des très bons indicateurs. Sur le fait... Du coup, on a tous les réponses. Alors, la question de Charles, c'était, on peut aussi poser des questions pour orienter les possibles futures ventes avec nos segments, vos segments de participants. C'est-à-dire que, par exemple, ça peut être donner une culture autour du produit, c'est-à-dire utiliser des questions pour faire valoir auprès de l'utilisateur des caractéristiques sur votre produit. Des caractéristiques, par exemple, vous vendez des vidéos proches, mettre en avant que ce vidéo proche est, au vu des caractéristiques, plus intéressant que d'autres. D'accord? Donc, c'est une manière, en fait, de parler d'un produit et de faire une application dédiée sur le produit. Ok? Par exemple, grosbuild.com, qui est un de nos clients, ils vont faire une opération sur un nouveau vidéoprojecteur Sony, d'accord? Ils vont orienter leurs questions que sur les caractéristiques du produit. Donc, ils savent que potentiellement les gens qui participent sont intéressés par cette typologie produit, parce qu'ils sont allés jusqu'à l'issue de leur jeu. Ok? Donc, pour revenir à la fameuse export de données, vous avez pour chaque application du suivi. C'est-à-dire que la date de début à la date de fin, vous avez le nombre de participants qui ont participé à votre jeu par jour, ainsi que les opt-in. Les opt-in, c'est le cadre en noir, c'est-à-dire par rapport à vos participants, combien ont accepté de s'abonner à votre newsletter ou aux différentes newsletters. D'accord? Donc, c'est aussi un indicateur qui va vous permettre de dire, OK, ça fait 4 jours que les participations sont à 0, il est temps faut relancer la com, quoi. D'accord? Il faut relancer des leviers, il faut remettre des budgets marketing pour qu'on augmente le taux de participation. Parce que si vous ne faites rien, et ce qui se passe dans les 3/4 du concours, c'est que votre pic de crête, il va démarrer au début du concours. D'accord? Parce que vous allez mettre tous vos moyens de communication au début, mais après, c'est comme un soufflet, ça va retomber. Donc, il faut, toute la durée du concours, mettre des petites relances. Okay? Donc, au lieu de mettre 400 € de budget marketing sur vos pubs Facebook, ou vos AdWords, ce que vous voulez, essayez de les diluer. Mettez 50 € au début, 200 €, etc., pour créer en fait un système de saisonnalité, c'est-à-dire, voilà, on a plusieurs relances et on s'en sert comme élément de communication. Ok? Parce que à l'instant T où vous allez communiquer, il y a peut-être d'autres utilisateurs qui n'étaient pas dans la boucle, mais qui auraient tangiblement envie de participer. Donc, pour les recibler potentiellement, il faut republier plus tard dans le temps. Ok? Durée moyenne d'une campagne, ça va dépendre de la typologie du concours. Si vous faites un tirage au sort, par exemple, classique, sans question, ça va être de l'ordre de 1 semaine à 2 semaines. Si vous faites un quiz, ça peut être 2 semaines à 4 semaines. Si vous faites un photo-contest, ça peut aller de 2 semaines, 1 mois à 2 mois. D'accord? Ça dépend de la typologie du concours et ça dépend de ce que vous faites dedans. Un psycho-quiz, ça peut être 3-4 mois. D'accord? Parce que ça n'a pas d'incidence directe sur une durée. Les gens peuvent utiliser et faire réaliser le quiz autant qu'ils veulent. Quand vous êtes comme Nocibé à faire de la communication sur un produit, il faut étendre le jeu sur 1 mois pour augmenter potentiellement le nombre d'impressions et faire des relances sur les outils. Autre point, les exports de participants. Donc là, c'est là où vous allez obtenir vos exports. Là, je vais faire un export et là, je vais obtenir un Excel, d'accord, de tous mes participants. Ici, je vais exporter tous les joueurs qui ont validé l'opt-in. Et ici, je vais uploader tous mes joueurs qui ont validé l'opt-in partenaire. C'est-à-dire, j'ai fait un jeu, je m'appelle Nocibé, avec L'Oréal. Je vais transmettre mon export opt-in L'Oréal à l'entreprise L'Oréal, donc à mon partenaire. D'accord? Vous gardez le premier, eux, vous leur transmettez le deuxième. D'accord? Après, ils font ce qu'ils veulent de leur export. Mais quand vous faites un partenariat avec une société partenaire, c'est ce que vous lui fournissez. C'est ce que vous vous engagez à lui donner. D'accord? Ok. Les pourcentages de complétion des champs, c'est ce que je vous expliquais. Soit ils sont en obligatoire, donc vous êtes à 100%, soit ils sont en optionnel. C'est-à-dire que les gens ne sont pas obligés de le remplir. Il y en a un qui sera toujours en optionnel, c'est la newsletter. D'accord? Cette fameuse reformulation de la newsletter, il va être quantifié ici. C'est-à-dire que si votre taux est très faible, c'est que la formulation de la newsletter est à revoir.
C'est-à-dire qu'ici, le pourcentage peut varier en fonction de la formulation que vous avez donnée. Donc d'un jeu à l'autre, en fonction d'une formulation, le pourcentage va augmenter. D'accord? Si la manière de le formuler est plus claire. Ok? Ok. Et le champ personnalisé, c'est pareil. S'il est en obligatoire, il sera à 100%. S'il est en déclaratif, vous aurez la volumétrie de gens qui participent. Mais vous voyez ici, les 74%, ça vous montre qu'une question fermée, en général, a un taux de réponse beaucoup plus élevé qu'une réponse purement déclarative sans données présaisies. Quand je dis données présaisies, c'est le fait de suggérer déjà des réponses. D'accord? Donc, ici, c'est un peu votre dashboard. Il va s'enrichir, mais c'est vraiment ici que vous allez avoir des indicateurs que vous allez pouvoir exploiter pour dire, ok, je surperforme, je suis pas dans la performance, je suis pas dans les objectifs que je voulais faire, etc. Donc, ça vous permettra en cours de jeu, comme disait par exemple Charles, de pouvoir réajuster vos contenus, de pouvoir les reformuler ou les changer. D'accord? D'accord. Une fois que vous avez fait votre jeu, que vous l'avez lancé, que tout est bien, vous allez pouvoir exporter vos participants. Vous pouvez exporter les participants en cours de jeu. Vous pouvez éditer toute votre campagne en cours de jeu. D'accord? Par contre, c'est sûr que si vous rendez une question, mais mettez pas de réponse ou quoi que ce soit, ça va bloquer vos participations. Donc, si vous faites des modifs, privilégiez le soir ou tôt le matin, au moment où il n'y a pas trop de participation. Si vous faites des modifications après qu'un mailing soit parti, et que vous désactivez l'application ou vous mettez un visuel qui n'est pas clair ou vous faites n'importe quelle option, c'est sûr que ça va mal passer auprès des participants. D'accord? Donc, quand vous faites des modifications sur l'application en live, attention à bien le faire quand vous n'avez pas de communication qui est partie ou quoi que ce soit. D'accord? Parce qu'après, voilà. On a des fois des mails assez intéressants du style je comprends pas, il y a plein de gens qui se plaignent en public sur ma page, il y a 70 commentaires, qu'est-ce que je fais quoi? D'accord? Donc faut pas oublier que vous jouez sur des communautés, des choses qui sont live, et que vous maîtrisez pas la communication et les expressions, enfin les communications des utilisateurs sur votre page. Donc veillez à bien faire attention aussi à vos contenus, parce que ça a aussi l'effet stressant, c'est-à-dire que si ça se passe mal ou que vous avez fait une erreur ou que les lots que vous faites gagner, ils sont pas très bien c'est commence à avoir une prise à partie et tout le monde hurle sur la page, bah, ça arrive aussi quoi. Donc faites attention à ce que vous dites parce que ça peut engager votre marque aussi, d'accord? Donc c'est pas n'importe quoi les jeux, ça peut aussi avoir une incidence négative. Donc réfléchissez bien, faites bien attention à tout ça avant de lancer le jeu, bien vérifier que tout est bien, ok? Datashot, ça vous l'aurez par défaut dans la V3, c'est quoi? C'est ok, j'ai un responsable CRM, je lui dis oh, je voudrais toutes les datas de tous les jeux que tu as organisés sur l'année, vous sélectionnez toutes les campagnes, d'accord? Tu fais quoi? Toutes les campagnes, les opérations que vous avez lancées. D'accord. Donc en gros, si vous voulez, c'est un outil qui est un peu comme un micro CRM qui vous permet en fait d'avoir un extract global de toutes les données que vous avez collectées sur l'ensemble des opérations que vous avez lancées. D'accord? Donc là, je vous montre. Là, j'ai activé des champs. Là, j'ai toutes les opérations que j'ai lancées avec les participations. Et je vais retrouver toutes les données que j'ai collectées. D'accord? Et je vais pouvoir les exporter. Ok? Et bien sûr, ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut faire de l'export sur mesure. C'est-à-dire que j'ai organisé 4 quiz. Je voudrais juste les noms et prénoms que je voulais faire de mes campagnes. Donc là, je vous donne un exemple. On me demandait, par exemple, de pouvoir décomposer un quiz en plusieurs étapes. C'est-à-dire, je fais un tirage au sort toutes les semaines avec une question différente. Donc, ce que je vais faire dans campagne, c'est que je vais dupliquer à chaque fois la même opération, ce qui m'évite à chaque fois d'avoir toujours à refaire. Et au moment où mon client ou ma marque me demande, je voudrais l'export de la totalité des quiz, vous sélectionnez tous vos quiz, vous faites un export et vous avez un export global de tous vos participants sur les quiz que vous avez organisés chaque semaine. D'accord? Donc après, c'est pareil. Vous, dans les exports, les participants, au final, vous vous en foutez un peu. Ce qui va vous intéresser, c'est les newsletters. C'est-à-dire combien de gens ont validé l'opt-in. Donc là, vous allez pouvoir faire un extract global de l'ensemble des opt-in collectés sur la plateforme. Et il n'y a pas de notion de limitation, parce que vous avez des plateformes qui vous font payer le surplus d'export que vous allez faire. Par exemple, si vous excédez un certain nombre, je ne sais pas moi, 40 000 ou 50 000 utilisateurs, vous allez payer l'excédent. Si vous êtes limité à un extract de 30 000, vous allez payer les 10 000 supplémentaires. D'accord?
Donc là, en fait, il n'y a pas de notion de facturation supplémentaire. Vous exportez autant que vous voulez. Si vous avez 2 millions d'exports, vous faites 2 millions d'exports. D'accord? Il n'y a pas de limitation. Et on permettra aussi de ce qu'on appelle de filtrer par occurrence. C'est-à-dire que vous allez renseigner, par exemple, le terme rouge, et on va vous filtrer dans les exports l'ensemble des contacts qui auront renseigné le terme rouge, pour être en cohérence avec les fameux, ce que je vous parlais, champs personnalisés. D'accord? Pour pouvoir les exporter dans vos exports. C'est-à-dire qu'au lieu de faire le tri directement dans Excel, bah, vous le ferez directement via l'outil. C'est-à-dire que vous serez capable d'exporter sur la campagne quiz. Là, par exemple, je vais désélectionner, je vais sélectionner que la campagne quiz contest qui est ici. Je vais être capable de récupérer que les opt-in et dans ces opt-in-là, trier par rapport à cette occurrence rouge et exporter uniquement la liste des personnes qui ont dit qu'elles appréciaient bien l'Asie. D'accord? Ah, ok. L'idée, c'est qu'au lieu de passer par Excel, vous le faites par cet outil-là. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin de rentrer dans quelque chose d'invitable et trop compliqué. Ok? Voilà. Et enfin, si vous faites de la gestion d'équipe ou vous êtes social media manager, vous pourrez créer une équipe et inviter un utilisateur en lui distribuant les campagnes. C'est-à-dire qu'ici, au niveau des campagnes, vous ne pourrez pas faire plus de X campagnes en simultané. C'est-à-dire que à date, au 15 janvier, vous ne pourrez pas lancer plus de 3 campagnes en même temps. Ok? Si vous lancez une 4e campagne en même temps, vous ne pourrez pas le faire. Vous serez limité à une campagne. À 3 campagnes, pardon. D'accord? Ça veut dire qu'ici... En même temps, ça veut dire les mêmes exactes dates? Là, vous voyez le statut. Au niveau du statut, j'ai hors ligne. Ici, j'aurai, quand elle est en ligne, j'aurai un en ligne. Si elle est en ligne, si elle est accessible. D'accord? Ici, en fait, dans cette liste-là, avec un abonnement expert par défaut, vous ne pourrez pas avoir plus de 3 en ligne en même temps. Ok? Si vous voulez 4 en ligne, en fait, vous devrez prendre un abonnement supplémentaire. D'accord? C'est qu'en fait, vu qu'on est sur du cross-canal, c'est qu'on permet, par exemple, de lancer un jeu uniquement sur un site web, on a limité le nombre de campagnes qu'on peut faire en simultané. D'accord? Ok, donc quand vous avez un abonnement, vous pouvez lancer par exemple un quiz, un Instant Win Calendar et un sweepstake en même temps. C'est-à-dire que vous pouvez lancer un quiz sur votre page Facebook, un sweepstake pour récompenser pour une opération sur votre site web, et vous pouvez lancer un Instant Win Calendar en magasin sur un iPad. D'accord? 3 objectifs marketing différents, 3 concours sur 3 supports différents et pour des problématiques complètement différentes. Ok? Donc ça ne veut pas dire que vous avez accès à Social Shaker et vous faites uniquement des jeux sur Facebook. Non. Demain, vous rentrez dans une société qui dispose de 4000 salariés, vous dites, voilà, pour la communication interne, on va lancer un petit quiz pour récompenser les salariés. Ça peut fonctionner aussi. D'accord? Donc pensez que les applications ne sont pas forcément à limiter à Facebook, pour des communautés, pour les réseaux sociaux. Ça peut avoir complètement des usages différents. Pensez bien à ça sur les salons, c'est super intéressant. Et vous avez beaucoup de gens qui l'utilisent, c'est-à-dire qu'ils utilisent de gamifier avec des petits iPads, des petites tablettes pour faire jouer les gens. Mais qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils savent que les visiteurs qui viennent sont des gens potentiellement intéressés par le produit, qui souhaitent potentiellement avoir des informations. Donc, vous récoltez des données sur eux pour ensuite aller les prospecter derrière. Ok? Pour une entreprise dans la boîte dans laquelle on bosse, il y a beaucoup de salariés. On s'adresse à eux, parce qu'en général, il y a des sites d'intranet, on s'adresse par ce là. Ouais, vous faites un embed dans l'intranet avec le concours et ça fonctionne. Ok. J'ai rien compris. En gros, un intranet... Ça fait que couper en fait et je n'ai pas du tout compris la question. Ah, en gros, c'est si par exemple vous animez en interne, vous avez un site dédié. En gros, c'est un site mais qui est accessible que par les salariés. D'accord? Oui. Souvent, il y a un journal d'entreprise, des choses comme ça. D'accord? Un endroit où il y a de l'actualité. Et bien, dans cette actualité, par exemple, ce que demandait Yasmine, je crois, elle pourra en fait intégrer l'application directement dans cette plateforme-là. Ah d'accord. Dans l'intranet quoi en fait. On peut... Voilà. En fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est pas parce qu'en fait, c'est simplement un outil. En fait, l'outil, c'est un outil avec des applications de jeu. Mais vous pouvez le mettre n'importe où vous le voulez, en fait. Tout dépend de votre problématique. Donc, que ce soit en interne pour des salariés, que ce soit pour un salon, que ce soit pour vos amis pour faire, je sais pas, moi, un tirage au sort. Enfin, voilà.
enfin, les utilisations sont complètement, enfin voilà, c'est extrêmement modulable. D'accord? Donc la question c'est pas, ok c'est un outil, je peux faire des applis, c'est ok je veux collecter, je veux faire de la conversion, comment ou quelle application est la plus adaptée? Et je peux utiliser le formulaire. D'accord? Donc 3 points à retenir dans ce webinaire. Premièrement, c'est formulaire, plus important parce que c'est là où je vais collecter de la donnée. 2, c'est si je fais des applications, bah, quel est le plus adapté? Est-ce que je veux faire de la méritocratie, c'est-à-dire je veux récompenser ma communauté? Est-ce que je veux faire de l'acquisition, c'est-à-dire je veux récolter de nouveaux participants ou je veux mettre en avant un produit? Donc là, je vais faire du quiz, par exemple. 3, je veux faire de l'engagement avec ma communauté, je veux générer du contenu, donc je vais faire tout ce qui est photo contest, test contest, etc. Donc c'est les utilisateurs qui vont générer du contenu. Ok, donc il faut que je trouve un concept simple, etc. Et troisièmement, c'est voilà, ces données et mon planning d'application et ma stratégie de com, qu'est-ce que je pourrais greffer dessus pour que ça soit plus interactif, que ça soit pas uniquement du push. Quand je parle de push, c'est-à-dire que vous faites de la communication, mais vous générez rien en retour. C'est-à-dire que ça va dans un sens, vous transmettez en information, mais vous savez pas, bah, est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça a un intérêt, etc. Ok? Et le dernier point, je dirais, c'est la fidélisation. C'est-à-dire que quand vous disposez d'une communauté client, d'accord, des gens qui achètent chez vous, vous pouvez réutiliser cette base et leur proposer des lots, des dotations, des choses comme ça, simplement pour les fidéliser. Ok? Donc fidéliser de l'existence, c'est bien. Acquérir, c'est très bien aussi, mais il ne faut pas oublier à ceux qui sont déjà recrutés. D'accord? Donc prendre une base de CRM et leur dire, voilà, ok Coco, j'ai une opération, sors-moi la base de mailing, je vais l'intégrer dans Mailchimp pour communiquer sur un jeu, ça fonctionne. C'est ce que fait Vente Privée, c'est ce que fait Grosbill, c'est ce que font plein de marques. D'accord? Ok? Donc par exemple, l'objectif de Vente Privée, c'est de dire, je veux créer de la redirection sur la vente. C'est-à-dire générer du clic sur une base de données clients, sur des produits ou des nouvelles propositions de destination. D'accord? Et juste une question pour savoir quelle application est la plus pertinente en fonction de nos besoins. Où est-ce qu'on peut trouver ces renseignements? Savoir si on a un contest jackpot, ou quiz contest, ou advent calendar. Il n'y a pas de règle en soi. Moi, je vous dis aujourd'hui, 28% des applications les plus utilisées, la plus utilisée, c'est le quiz. D'accord? C'est la plus utilisée. Après, il y a ce qu'on appelle l'instant win ou le sweepstake. C'est l'application rapide. Ça, c'est les deuxièmes. Après, il y a le photo contest, psycho quiz, test contest. Ça, c'est la troisième application qui sont les plus utilisées. Et après, vous avez des variantes avec le gift train et des applications qui sont un peu plus gamifiées. Et une qui tourne autour des 20%, c'est l'instant de la calendrier de l'avant. Mais ça, c'est Advent Calendar. C'est pourquoi il y a un si gros taux d'utilisation. Parce que chaque Noël, à période de Noël, on lance quasiment entre 360 et le dernier pic, la dernière fois, c'était 400 instants gagnants, calendrier de l'avant en même temps. C'est-à-dire qu'il y a 400 marques qui organisent des calendriers de l'avant. C'est une application qui est massivement utilisée, mais qu'à Noël. C'est pour ça qu'elle a un taux d'utilisation assez important. Mais elle est utilisée essentiellement à cette période ou à Pâques. C'est pourquoi, c'est qu'en fait, chaque jour, vous faites gagner un lot. Et les gens ont une case à gratter, ça leur dit, sur une mécanique d'instant win, vous avez gagné perdu. D'accord? Donc ça, c'est un jeu qui cartonne à Noël. On a déjà planté les serveurs à cause de ça, parce qu'au 1er décembre, 400, boum, qui tombe, 400 instants gagnants et 400 marques, fois le nombre d'utilisateurs par marque, je vous laisse imaginer le nombre. Donc voilà. Donc si vous voulez noter un concours sans vous poser de questions, Instant Win Calendar à Noël, voilà, ça marche du tonnerre, tout le monde l'utilise, ça fait 2 ans que ça cartonne, voilà. Ok? D'accord. Sinon c'est plutôt quiz contest. Oui, parce qu'en fait, le quiz, en fait, c'est un bon deal entre éviter la trappe neuneu où c'est simplement tu joues, tu renseignes tes informations, et le truc trop engageant de faut prendre un selfie avec mon téléphone, quoi. D'accord? On est entre la dualité de je fais pas trop d'efforts et encore on me prend pas trop pour un con, quoi. D'accord? Parce que si je rationalise, mais un sweepstake et un instant win, voilà, tu renseignes un formulaire, c'est vraiment purement pour faire gagner des choses, quoi. Et pour des marques qui sont des médias ou qui ont une culture plus orientée sur voilà, la connaissance du contenu, etc., bah, voilà, ils vont pas lancer des instants gagnants. Par contre, si vous êtes une mairie, un organisme, vous avez des places à faire gagner ponctuellement, bah, voilà, les sweepstakes, les instant wins, ça marche très bien parce que c'est très rapide à mettre
en jeu, et voilà, vous les faire juste gagner des places, quoi. Vous les distribuer rapidement, les faire gagner sur une question d'une semaine. Ok? Donc, en fait, les questions de choix des mécaniques, elles fonctionnent comme ça. Voilà, je dirais les sweepstakes et les instantanés, vous allez les faire gagner essentiellement quand vous avez juste des trucs à écouler. Par exemple, Decathlon, ils avaient fait gagner 500 sacs en tissu. Ouais, ils avaient des goodies qui leur servaient à rien, ils ont dit, bon, on va les faire gagner. Ça a cartonné. Ils ont fait, je sais plus, 25 000 participants. Les gens étaient super heureux de gagner un sac en toile. Bon, après, voilà, comme quoi, des fois, pas besoin de faire gagner un iPad, quoi. De gagner des porte-clés, les gens sont heureux. Hein. C'est bête, mais malheureusement, il y en a qui seraient prêts à tuer pour avoir un porte-clés. Voilà. Donc il n'y a pas de secret. Voilà. Ce que je vous dirais juste, c'est en résumé, c'est du test and learn. Faut tester, faut voir votre communauté, votre marque, vos produits, c'est complètement différent, et les résultats sont complètement variables d'un secteur métier à un autre. Faire des communications sur des poêles à bois versus de la mode féminine d'été, vous n'allez pas enregistrer les mêmes réussites avec la même mécanique et le même budget marketing. Parce que justement, c'est pas du tout le même truc. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, ouais, mais vous n'aurez pas de résultats sur des concours. Bah, je leur dis, ouais, mais c'est pas relatif. Je peux vous dire que voilà, un tel a gagné 5000 participants, mais il a mis 8000 € sur la table. Est-ce que tu as le budget? Non. Bon, bah alors, tu pourras pas prétendre à obtenir autant de participants. D'accord? Donc pensez bien que quelqu'un qui vous dit, ouais, je voudrais 5000 fans, ou je voudrais tant de fans, tout de suite, retirez-lui cette idée de la tête. C'est juste le meilleur moyen de vous tirer une balle dans le pied, que votre employeur ou votre client vous tape sur les pieds parce qu'il dit ouais, tu m'as promis ça, mais en fait on n'est pas au résultat. Bah ouais, mais par contre si vous lui dites voilà mes précaux, mais t'es idiot et tu veux continuer sur ta marche, il n'y a pas de problème, mais moi je t'ai prévenu, et quand il arrive sur le résultat, il dit ah oui, vous avez raison. Bah voilà, d'accord. Donc vaut mieux toujours se prémunir que de valider les attentes d'un client et de se retrouver au pied du mur à dire ok, on est très très mal parce qu'on a investi tant de budget et voilà, maintenant on se retrouve face à ce qu'on avait anticipé. D'accord? Donc surtout, quoi que vous fassiez, vous assurez toujours vos arrières. Parce que je vous assure qu'il y a des promesses qui sont tenues, qui sont pas tenables parce que ça repose pas sur le client ou ses envies, quoi. Ça repose sur des participants. Donc, et de quelle façon tu te prémunis de ça? En faisant de l'évangélisation, en lui disant, voilà, contenu, bah, par exemple, c'est tout simple. Tu vas lancer une communication globale, d'accord? Tu vas dire, sur ma page, en moyenne, j'ai tant de pourcents de reach, c'est-à-dire que je touche par poste, en moyenne, 500 utilisateurs, ok? Donc, potentiellement, 10% d'entre eux vont participer à mon jeu. Deuxièmement, je vais faire un emailing sur 7000 personnes. Je sais que j'ai un taux d'ouverture à 2%. Voilà. Donc ça représente potentiellement X personnes qui pourraient jouer à mon jeu. Je vais lancer mon opération sur mon site, j'ai X visites par jour. Donc potentiellement, je peux obtenir X clics sur ce lien. Ensuite, tu fais le quota global et il dit voilà, potentiellement, on peut obtenir un taux de participation sur un volume de tant de personnes. Voilà. Et comme ça, tu sais maîtriser ton cadre et tu sais que voilà, potentiellement, tu pourras jamais aller au-delà. Parce que tu sais que ton pipe, donc en gros, ton nombre de participants global sera limité à ça. D'accord. Ok? Bon, voilà, globalement, je vous ai donné les billes pour tout ça. Hein. On est allé un peu plus loin que simplement parler que de la plateforme. Mais voilà, la réussite, elle repose sur ça. Et vous, en tant que prescripteur, c'est-à-dire que c'est vous qui allez prescrire des solutions à vos clients ou à votre marque ou pour votre propre projet, il repose sur ça. Il repose sur se poser les bonnes questions, bien préparer les choses en amont pour maximiser la réussite par la suite. Donc ça passe aussi par des tests. D'accord? Ok. Ok. Donc pour ceux qui ont des questions, je reviendrai auprès de vous si vous voulez par email. Donc moi mon mail c'est arnaud@socialshaker.com. Si vous avez des questions, vous voulez que je vous accompagne sur des trucs, etc. Ok? Ok, ben merci. Ouais, super.
Voilà, bon, et on a fait ça tard, il est un peu tard, Merci. mais j'espère vraiment que ça vous a servi. Voilà, je vous ai donné des avis sur mon expérience et ce que j'ai vu des clients, donc ce que je vous donne, c'est du réel et il n'y a pas de théorie. C'est vraiment que de la pratique et que des avis sur des choses qui ont été lancées côté D'accord? Donc tenez bien compte de tout ça, n'hésitez pas à revenir vers moi. Merci Arnaud. Voilà. Arnaud. Passez une bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée aussi. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Bonne soirée la troupe. Au revoir. Ouais, bonne soirée à tous. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Après, je vois ça.